Art à l'écoute. Ce sont de brèves incursions dans les récits mythologiques proposés par Des mots et des arts, histoire d'entendre ou de réentendre quelques grandes histoires. Petit changement pour ce nouvel épisode. On ne va pas parler d'un mythe en particulier, mais d'une déesse. Et pas n'importe laquelle. Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, et autant dire la plus importante d'entre toutes. Et je ne dis pas ça seulement parce que c'est celle que je préfère. Il suffit d'y penser. Elle a donné son nom à Athènes, cité reine du monde grec. Elle gagne presque à tous les coups, et en plus, elle vient en aide aux héros les plus célèbres. Forcément, on a écrit des livres sur Athéna. Donc on pourrait en parler des heures, et je vais me contenter de 10-15 minutes. Donc j'ai choisi 4 épisodes qui me semblaient vraiment importants. Mais avant de commencer, je vais répondre à une question que vous vous posez tous. Comment reconnaît-on Athéna ? Comme toute déesse grecque qui se respecte, elle a des attributs, des objets, animaux qui vont permettre de l'identifier. Et en fait, elle en a plein. Le gorgonéion, tête de la gorgone méduse, qu'on retrouve parfois sur son bouclier, parfois sur son armure. Des armes, casque, lance, armure, logique. C'est la déesse de la guerre. Elle est toujours habillée, en tout cas dans les versions antiques, ce qui n'est pas le cas de tous les dieux et déesses. La chouette, symbole du savoir et de l'intelligence, qui devient le symbole de la ville d'Athènes, ou encore l'olivier, qui représente la force et la sagesse, mais aussi une forme d'abondance pour les fruits qu'il produit. Avec tous ces attributs, ou certains d'entre eux, on peut facilement identifier Athéna dans une œuvre d'art. Dans les tout débuts de l'histoire des dieux, pas d'Athéna. Elle ne fait pas partie des dieux primitifs, ni de la première génération des dieux de l'Olympe. Voilà l'occasion d'aborder une deuxième question essentielle. Comment Athéna est-elle née ? Zeus, dieu des dieux, roi de l'Olympe, vivait une histoire d'amour paisible avec Métis, déesse de la ruse et de la sagesse. Précision importante. Elle lui était venue en aide dans sa conquête du pouvoir, en lui fournissant l'idée et le poison pour faire vomir son père, Cronos. Donc, Métis est sa compagne, mais aussi une alliée précieuse. Je vous le dis tout de suite, ça ne la sauvera pas. Selon Hésiode, qui relate l'épisode dans sa Théogonie, ce sont les grands-parents de Zeus, Gaïa et Uranos, la terre et le ciel, qui le mettent en garde. Métis est enceinte et elle va donner naissance à des enfants bien trop intelligents, qui potentiellement pourraient détrôner Zeus. Lui-même a détrôné son père Cronos, et Cronos avant lui avait détrôné son père Uranos. Avec un tel patrimoine familial, Zeus ne veut pas prendre le risque. Du coup, il applique une stratégie paternelle et il avale Métis alors qu'elle est enceinte. Zeus continue ses activités quotidiennes et passe à autre chose. Mais quelques semaines plus tard, il ressent de fortes douleurs au crâne, une migraine qui n'en finit pas. Et comme Zeus est un dieu, sa réponse à un problème est toujours un petit peu radicale. Pas question de passer un peu d'eau froide sur son front ou de se faire une petite infusion, non. Il demande à Héphaïstos, dieu de la forge, de lui ouvrir la tête avec sa hache, tout simplement. Et là, surprise, au moment où le crâne se fend, sort une femme, déjà en armure, le regard fier, le geste déterminé, c'est Athéna. De sa mère, elle hérite de la sagesse, de son père, la puissance. Elle est prête à prendre sa place dans le monde des hommes et des dieux. Nouvelle question. Comment, après ça, Athéna est-elle devenue la déesse tutélaire d'Athènes ? Le récit remonte aux origines légendaires de la ville. On dit que le premier roi de l'Attique, donc la région d'Athènes, s'appelait Cécrops et qu'il était mi-homme, mi-serpent. Les dieux et déesses commençaient à s'organiser et chacun voulait choisir une ou plusieurs cités pour honorer son culte. Le problème, c'est que dans le cas de l'Attique, ils sont deux à vouloir s'en emparer. Athéna et Poséidon, dieu des mers, frère de Zeus. La décision est prise de les départager en fonction des présents qu'ils ont faits à cette cité. Pour Apollodore, c'est un tribunal de dieux qui va se charger de départager les deux parties. Mais plus tard, un auteur romain, Varron, nous livre une autre version, rapportée par saint Augustin. Dans le cadre de cet affrontement entre deux puissances divines, Cécrops aurait appelé son peuple à voter. À Poséidon, on attribue différents cadeaux. Soit il aurait offert un étalon magnifique, soit il aurait fait jaillir une source d'eau dans la ville. Athéna, quant à elle, aurait fait sortir de terre l'olivier et tous les bienfaits qui peuvent l'accompagner. Tous les habitants sont amenés à voter, hommes et femmes. Et d'après Varron, le vote est genré.
Tous les hommes votent pour Poséidon, toutes les femmes pour Athéna. Et il y a une voix de plus du côté des femmes. C'est donc Athéna qui remporte la victoire et c'est elle qu'on honorera principalement à Athènes. Historiquement, le Parthénon témoigne de la place particulière que la déesse avait dans la cité. Sauf que les dieux sont injustes. Et Poséidon n'est pas bon joueur. Furieux de sa défaite, il submerge l'Attique de ses eaux et leur impose inondation sur inondation. Comment calmer la colère de Poséidon? Punir celles qui ne l'ont pas choisi, nous explique Varron. Aux femmes, on retire le titre de citoyenne, le droit de vote et la possibilité de transmettre leur nom à leurs enfants. Mais on garde, comme déesse tutélaire de la ville, la personnalité féminine la plus puissante et impressionnante du monde grec, Athéna. Alors, ce mythe explique-t-il le danger que pouvaient représenter les eaux pour Athènes, ou s'agit-il simplement d'une façon de valider, par un récit légendaire, l'exclusion de la citoyenneté des femmes grecques? Tous les auteurs s'accordent cependant pour dire qu'Athéna triomphe. Si les femmes n'accéderont jamais à la citoyenneté dans le système grec, cela ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas une part active dans ce dernier. Et on peut citer des parcours tout à fait exceptionnels, mythiques ou non. La poétesse Sappho de l'île de Lesbos, célébrée comme une des plus grandes auteurs de son temps, Télésie d'Argos, qui défendit sa ville contre les armées spartiates, ou encore Hypatie, philosophe, astronome et mathématicienne, qui enseignait à Alexandrie. Si Athéna est en général célébrée comme une déesse qui vient en aide aux hommes, Ovide, l'auteur des Métamorphoses, la met en scène dans un rôle moins flatteur. Petite précision, comme il s'agit d'un récit rapporté par Ovide, auteur latin, la logique voudrait que j'appelle la déesse Pallas ou Minerve. Mais pour plus de clarté dans notre épisode, je me permets de conserver son nom grec, Athéna. Dans son récit, il évoque un épisode dans lequel une jeune Lydienne, Arachné, s'est rendue célèbre par son talent de tissage. Et la jeune femme affirme que ce talent, elle ne le doit qu'à elle seule. D'abord, Athéna décide d'aller la voir. Déguisée en vieille femme, dans l'objectif d'obtenir qu'Arachné demande pardon et reconnaisse l'importance de la déesse dans ses capacités. En effet, Athéna est une déesse créatrice. Elle enseigne aux hommes l'utilisation d'outils comme la charrue, le râteau, elle leur enseigne la poterie et surtout, elle aurait inventé l'art du tissage. Mais Arachné s'obstine. Elle est très fière de ses réalisations, hors de question de partager le crédit avec qui que ce soit, même une déesse. Mauvaise stratégie. Dans leur cohabitation avec les dieux, l'orgueil perd toujours les mortels. Athéna repart fâchée et Arachné n'a aucune idée de l'erreur qu'elle vient de commettre. Après ce premier échec, Athéna va lancer un défi à Arachné. Si elle est si douée, elles vont toutes les deux réaliser une tapisserie et les dieux seront amenés à voter pour celle qui leur plaira le plus. Le défi est accepté. Chacune de leur côté, elles se mettent au travail. Le jour J, une assemblée de dieux a été réunie pour observer les œuvres. 2 tapisseries absolument splendides sont dévoilées. Mais les sujets, les scènes représentées dans ces tapisseries sont très différentes. Celle d'Athéna représente l'assemblée des dieux, avec une évocation de la fameuse lutte contre Poséidon pour l'Attique. Et dans les coins, elle a représenté des scènes qui montrent des mortels qui se sont crus plus forts que les dieux et qui ont été punis. Le message est très clair. La tapisserie est spectaculaire, mais reste à découvrir celle d'Arachné. Les dieux sont éblouis. Quel chef-d'œuvre! Et quel sujet! Pas question ici de la gloire des dieux, non. C'est la représentation de leurs amours, de leur transformation. Double provocation de la part d'Arachné. Cette tapisserie est parfaite, mais en plus, elle se moque des dieux. Athéna ne va même pas laisser le temps au jury de célébrer la perfection de cette réalisation. Rappelez-vous, les dieux sont injustes. Elle est furieuse et elle déchire la tapisserie. Arachné est désespérée, humiliée. Athéna aurait eu un peu de compassion. Elle souhaite qu'Arachné reste en vie, mais pas sous la même forme, et elle fait le choix de la transformer. Ovide raconte. Aussitôt touchée par le funeste poison, les cheveux d'Arachné tombent ainsi que son nez et ses oreilles. Puis sa tête devient minuscule. Tout son corps aussi rapetisse. Des doigts ténus, à la place des jambes, s'attachent à ses flancs. Et son ventre forme le reste. C'est de là qu'elle produit du fil et que, devenue araignée,
elle s'applique à ces toiles de jadis. Comme toujours, les mortels devraient se méfier des dieux et ne pas prétendre être meilleurs qu'eux, peu importe dans quel domaine. Pour en revenir maintenant à Athéna, dernier épisode dont je voudrais vous parler. Il y a deux dieux de la guerre chez les Grecs, Arès et Athéna. Et pendant la guerre de Troie, dans un épisode raconté par Homère dans l'Iliade, ils s'affrontent. Qui va l'emporter? Arès attaque le premier et il traite Athéna de mouche à chien. Et ensuite, Homère raconte. La déesse recula et saisissant de sa main puissante une roche énorme, elle le blessa à la gorge. Arès tomba et son corps immense s'étendit sur la terre, et ses cheveux furent souillés de poussière, et ses armes retentirent sous lui. Après, Aphrodite, déesse de l'amour, s'en mêle, et essaie de sortir Arès du combat. Ni une ni deux, Athéna l'assomme, elle aussi. Bon, il faut dire qu'Arès, c'est loin d'être le dieu le plus impressionnant chez les Grecs. C'est surtout son alter ego romain, Mars, dont les exploits ont été célébrés. En tout cas, entre Arès et Athéna, c'est toujours Athéna qui l'emporte. Quelques petites idées d'activités pour continuer sur votre lancée si vous avez envie de faire une journée 100% Athéna. Vous pouvez par exemple créer votre Athéna. Il vous faut un personnage, une photo ou un dessin. Ensuite, il faut réaliser les attributs, soit en les dessinant, soit en les imprimant. Le casque, la chouette, l'olivier, le gorgone le bouclier. Et vous les découpez, ces attributs. Puis, vous reprenez votre personnage du début et vous lui ajoutez. Et ça y est, vous avez votre propre version d'Athéna. Ensuite, je l'ai évoqué, Athéna a aidé beaucoup de héros. Est-ce que vous vous rappelez lesquels et comment? N'hésitez pas à ouvrir vos livres ou fouiller sur Internet pour essayer de retrouver chacune de ces interventions. Il y en a beaucoup. Et pour ceux qui se sentent une carrière d'écrivain, que pensez-vous de l'idée d'écrire un nouveau mythe antique qui aurait servi à justifier que les femmes soient citoyennes et autorisées à voter, dans lequel, bien sûr, Athéna doit intervenir?